La Pologne ferme 2 aéroports suite à l'attaque massive contre l'Ukraine lancée par la Russie dans la nuit de mardi à mercredi, qui a fait 19 morts. Une attaque aérienne israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens au Liban a tué 13 personnes et en a blessé plusieurs autres. Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, reçu en grande pompe par Donald Trump à la Maison-Blanche. Parmi les invités du dîner, Cristiano Ronaldo et Elon Musk. La température monte entre l'Allemagne et le Brésil suite à des remarques désobligeantes du chancelier allemand sur la ville de Belém qui accueille la COP30. Emmanuel Macron a exhorté l'Europe à ne pas être seulement cliente des services numériques américains et chinois, lors d'un sommet à Berlin qui a coïncidé avec une panne mondiale de Cloudflare. La Russie a lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans le cadre d'une attaque à grande échelle à travers l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi. Les frappes ont visé des sites énergétiques et de transport ainsi que des infrastructures civiles dans plusieurs régions selon les autorités. Au moins 46 personnes ont été blessées à Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional, alors que les pompiers s'efforçaient de combattre les incendies et évacuer les résidents. À Thermopyl, dans l'ouest de l'Ukraine, 10 personnes sont mortes après que 2 immeubles résidentiels de 9 étages ont été touchés. 12 enfants figurent parmi les 37 blessés. Une installation énergétique a été touchée dans la région de Lviv, selon les autorités, mais aucun blessé n'est à déplorer. Thermopyl et Lviv sont situés loin des principales lignes de front dans l'ouest de l'Ukraine. De nombreux habitants de l'Est et du Sud sont venus y chercher une relative sécurité. En réponse aux attaques de mercredi, la Pologne a temporairement fermé ses aéroports de Lublin et de Rzeszów, selon l'agence polonaise des services de navigation aérienne. Tous deux sont situés proches de la frontière ukrainienne. Les aéroports ont été fermés pour permettre le déploiement d'avions de chasse afin d'assurer la sécurité de l'espace aérien polonais. La première cargaison de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et destinée à la société énergétique ukrainienne d'ITEC est arrivée au terminal GNL lituanien de Klaipėda ce mercredi. Une première étape qui vise à renforcer la sécurité énergétique de l'Ukraine et d'autres pays d'Europe orientale. Le volume de la cargaison livrée par le pétrolier GasLog Houston depuis l'usine de Plaquemine en Louisiane est de 160 000 m3, soit 100 millions de mètres cubes de gaz. La majeure partie de cette cargaison sera envoyée en Ukraine via les gazoducs lituaniens et polonais. À l'approche de l'hiver, les infrastructures énergétiques ukrainiennes sont de plus en plus souvent la cible de frappes russes. En octobre, ces attaques ont entraîné la fermeture d'au moins la moitié des centrales à gaz et raffineries du pays. La société énergétique ukrainienne d'ITEC a estimé que les besoins urgents d'importation de gaz de l'Ukraine pour l'hiver prochain s'élèveront à au moins 4 milliards de mètres cubes. Lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Athènes ce week-end, l'Ukraine a signé un accord énergétique avec la Grèce pour obtenir du GNL américain via ce pays également. Le gaz sera livré à l'Ukraine via la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie par la branche orientale du corridor vertical. Une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens au Liban a tué 13 personnes et en a blessé plusieurs autres, selon des responsables gouvernementaux. L'armée israélienne affirme avoir visé un centre d'entraînement du Hamas, ce que le groupe militant armé dément, ainsi que les habitants du quartier. Israël a demandé mercredi l'évacuation de plusieurs zones au Liban, alors que l'armée a annoncé de nouvelles frappes dans le sud du pays. Israël occupe actuellement 5 postes au Liban, frappant principalement le Hezbollah, mais aussi, comme dans le cas présent, le Hamas. Dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hezbollah, Israël était censé se retirer du Liban en échange de la cessation des hostilités par le Hezbollah dans le sud du pays. Cette dernière attaque sur le camp de réfugiés est la plus meurtrière au Liban depuis que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est rentré en vigueur l'année dernière. Israël a mené des frappes quasi quotidiennes, affirmant que le Hezbollah tentait de reconstituer ses forces. Bien que le groupe militant armé ait été considérablement affaibli, il affirme qu'il ne désarmera pas si Israël poursuit ses attaques.
Donald Trump a organisé un somptueux dîner à la Maison-Blanche à l'occasion de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, aux États-Unis. Parmi les invités figurait la superstar du football, Cristiano Ronaldo, qui est, depuis son arrivée dans le royaume en 2022, au sein du club Al Nasser, le visage de la Ligue saoudienne de football. Parmi les autres invités de marque présents à la table, Tim Cook, PDG d'Apple, Elon Musk, dont le retour en grâce depuis quelques semaines semble avoir clos la brouille entre lui et Donald Trump, ou encore Gianni Infantino, le président de la FIFA. La visite du prince héritier est sa première en 7 ans et fait suite à des années d'isolement diplomatique après que le journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, a été assassiné par des agents saoudiens dans un bureau du consulat à Istanbul en 2018. Les agences de renseignement américains pensaient que le prince héritier avait approuvé l'opération, mais il a une nouvelle fois nié toute implication dans ce meurtre. Donald Trump a soigneusement écarté les questions des journalistes sur le bilan de l'Arabie Saoudite en matière de droits de l'homme lors d'une réunion avec Ben Salman avant le dîner. Le président américain en a profité pour saluer le prince héritier et dévoiler des investissements saoudiens massifs représentant plusieurs centaines de milliards de dollars injectés aux États-Unis. Le chancelier allemand Friedrich Merz a provoqué une brouille diplomatique avec le Brésil après avoir fait des remarques offensantes sur la ville amazonienne de Belém qui accueille la COP30 cette année. Friedrich Merz a visité la ville début novembre en compagnie d'un grand nombre de dirigeants européens et mondiaux. S'exprimant lors d'une conférence commerciale à son retour, le dirigeant allemand a déclaré que ni lui ni aucun membre de sa délégation ne souhaitait rester dans la ville après le sommet, ajoutant qu'ils étaient tout heureux de rentrer à Berlin. Il a salué l'Allemagne comme étant l'un des plus beaux pays du monde, tout en qualifiant Belém de cet endroit. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ce commentaire a provoqué un tollé à travers tout le spectre politique brésilien. Le président Lula da Silva a dénoncé la sortie du chancelier allemand, lui reprochant d'avoir critiqué la ville sans même s'intéresser à son offre culturelle. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Le maire de Belém, Igor Numando, a également critiqué Friedrich Merz pour ses commentaires, les qualifiant de malheureux, arrogants et pleins de préjugés. Les conditions ne sont pas encore réunies pour rapatrier les réfugiés afghans selon l'ONU. Dans leur dernier rapport, les Nations Unies soulignent que le pays est très fragilisé par les récents séismes dévastateurs qui ont mobilisé une grande partie de l'aide. Par ailleurs, la liberté des femmes est toujours très limitée. There is a disconnect between what is going on globally with saying, okay, you all have to head back into Afghanistan, and the ability for Afghan communities to absorb people coming back home. L'UE s'efforce actuellement de parvenir à un accord avec les talibans pour organiser le retour des demandeurs d'asile afghans déboutés. Une initiative engagée suite à l'appel lancé en octobre par 20 pays européens qui demandent le retour, volontaire ou forcé, des migrants afghans en situation irrégulière vivant en Europe. The number one issue to negotiate on as a European Union as they look to either deport or return the Afghans seeking asylum or those who are already, there. I would say it's negotiating for the freedom and rights of women and girls. Ces 2 dernières années, plus de 4,5 millions de réfugiés afghans sont rentrés dans leur pays, principalement en provenance d'Iran et du Pakistan. Mais plus de 60% d'entre eux n'ont reçu aucune aide au cours de l'année écoulée. Avec 44 millions d'habitants, l'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres au monde. Près de 2 tiers de la population vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Permettre à l'Europe de se faire une place dans une sphère numérique largement dominée par les États-Unis et la Chine.
C'était l'enjeu des discussions qui se sont tenues mardi à Berlin, lors d'un sommet européen sur la souveraineté numérique. Pour le chancelier allemand Friedrich Merz, les récentes pannes de plusieurs services américains révèlent la fragilité du secteur numérique mondial. Wir sehen die systemische Rivalität der USA und Chinas, zweier Großmächte, auch zweier Digitalgroßmächte, die um die Technologieführerschaft ringen. Europa darf ihnen dieses Feld nicht überlassen. Wir haben gesehen die Störungen bei 2 der 3 großen Cloud-Anbieter und die Lieferengpässe bei wesentlichen Chips in den letzten Wochen. Wir müssen uns aus eigener Kraft gegen Cyberangriffe auf unsere Systeme und gegen Desinformation, die auf unsere Demokratien zielt, verteidigen können, meine Damen und Herren. Le président français Emmanuel Macron a lui aussi plaidé pour une plus grande indépendance de l'Europe, tout en appelant à maintenir la coopération avec les autres puissances. Europe doesn't want to be the client of the big entrepreneurs or the big solutions being provided either from US or from China. We clearly want to design our own solutions. Not to say that we don't want to cooperate. Being more sovereign and more independent doesn't mean you want to be in autarcia. No. But it means on the key pillars, on the key building blocks, you want to preserve your sovereignty. Ce sommet a coïncidé mardi avec une panne du service informatique américain Cloudflare, qui a provoqué le blocage de grandes plateformes telles que ChatGPT, Spotify et X. Le mois dernier, les services web d'Amazon avaient aussi été interrompus pendant plusieurs heures, tandis que de nombreux secteurs d'activité avaient été paralysés par une gigantesque panne de Microsoft à l'été 2024.